Dernière leçon de ce cours sur les organoïdes. Alors les 5 premières leçons, je pense qu'on a vraiment fait un tour des lieux en ce qui concerne les organoïdes à proprement parler. On a vu beaucoup d'organes différents et j'ai vraiment l'impression que l'essentiel de l'information que je voulais vous transmettre en fait a été transmise. On va beaucoup reparler de ces organoïdes, je pense, dans un futur assez proche finalement, à la fois comme outil de recherche ou comme outil thérapeutique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, j'aimerais terminer avec des organoïdes entre guillemets un peu différents tout de même, qui sont donc ce qu'on peut regrouper sous le terme d'embryoïdes. Embryoïdes, c'est-à-dire toutes les tentatives actuelles, très actuelles, parce que là on ne parle que des 3-4 dernières années vraiment, pour essayer de produire totalement in vitro, à partir de cultures de cellules, des embryons de mammifères, rien de moins. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de développement pré-implantation. On en a parlé, semble-t-il, lors du deuxième cours. Je vais vous donner un petit rappel, parce que c'est essentiel, évidemment, de comprendre un minimum des étapes importantes du développement des mammifères, en particulier du développement souris-homme. Je vais décrire quelques nouvelles lignées de cellules embryonnaires, et puis on va parler un peu des blastoïdes, des embryoïdes et des gastroloïdes. Alors avant de commencer, j'aimerais faire 2 remarques préliminaires. La première, bien sûr, c'est la raison. Pourquoi tant de scientifiques sont-ils intéressés à essayer de produire finalement des embryons de mammifères in vitro, en bouteille? Et la raison est avant tout une raison de recherche fondamentale, puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, en fait, l'embryon mammifère est un embryon qui est extrêmement difficile d'accès, et particulièrement aux étapes les plus intéressantes. C'est vraiment lorsqu'il vient de s'implanter dans la muqueuse utérine que les choses vraiment passionnantes commencent, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce mécanisme de gastrulation par lequel, vous vous souvenez, les feuillets embryonnaires, ectoderme, mésoderme, endoderme, par lequel ces feuillets vont commencer à bouger, à migrer, à s'organiser pour établir le plan de base de l'embryon avec, bien entendu, les polarités antéro-postérieures, dorso-ventrales, centrolatérales. Donc c'est vraiment un mécanisme extrêmement important et on ne peut pas vraiment l'observer. C'est juste le moment où l'embryon est rentré dans la muqueuse utérine, il est extrêmement petit, extrêmement fragile, très peu de cellules, et c'est pour cette raison que beaucoup de collègues essayent actuellement de répéter, de pouvoir reproduire ce mécanisme en culture. Alors évidemment, il y a une autre raison qui est alors plus, je dirais, qui tient plus de la science-fiction, qui est à terme d'essayer peut-être de proposer des façons de se reproduire un peu différentes des façons classiques que nous utilisons aujourd'hui. Ça, c'est la musique d'avenir. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à éliminer d'entrée. Et puis la deuxième remarque préliminaire que je voulais faire, c'est le parallèle que l'on fait souvent entre les rongeurs, la souris en particulier, et les humains. Alors, en ce qui concerne le développement précoce, c'est vrai qu'il y a passablement de différence entre ce qui se passe chez la souris et ce qui se passe chez les humains, notamment au moment de cette gastrulation. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les principes fondamentaux sont toujours les mêmes. Que l'on parle de mécanismes de développement, que l'on parle de mécanismes pathologiques, que l'on parle de modèles murins pour des maladies humaines. Certes, parfois, on n'est pas exactement dans les clous. Je pense par exemple lorsqu'on travaille sur le système rénal,
la souris n'est pas un très bon modèle, mais les mécanismes fondamentaux sont évidemment toujours les mêmes. Et je cite souvent comme exemple le cas de Louis Brown, donc le premier bébé éprouvette en 1978, qui suit en fait 20 ans de travail sur le développement de ces embryons de la souris en culture. En fait. L'école anglaise d'ailleurs, hein, ce n'est pas une surprise. Le système humain suit généralement ce qu'on découvre chez la souris. Un autre exemple qui est patent, c'est celui des cellules ES. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé. Développement chez la souris au tout début des années 80, et puis dérivation de cellules ES chez les humains vers la fin des années 80. Et là encore, les cultures, les systèmes de culture sont un peu différents, mais c'est grâce au premier qu'on est arrivé au deuxième. Alors, un bref rappel de ce qui se passe pendant la première semaine de développement, qui, cette première semaine, ressemble, chez la souris, ressemble passablement à ce qui se passe chez les humains. Un œuf fertilisé, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, ce qu'on appelle un clivage holoblastique, donc tout se divise. Et puis, on voit que ces cellules se collent entre elles, c'est ce qu'on appelle le stade de la compaction. Et à ce moment-là, va commencer à se passer un phénomène extrêmement intéressant, c'est ce phénomène de la cavitation. Et on va revenir là-dessus à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir accumulation de liquide à l'intérieur. Vous voyez ici cette cavité qui va se former. C'est à ce stade, on va appeler cet embryon un blastocyste chez les mammifères, un blastodisque chez les oiseaux, une blastula chez les amphibiens. Ce blastocyste est pratiquement prêt à s'implanter. Il est entouré, peut-être le voyez-vous ici, d'une gangue qui le protège en fait de son implantation pendant ses premiers stades du développement. Cet embryon va sortir de cette gangue. Vous voyez ici, il y a un point de cassure, il va extruder comme ça, sortir de cette gangue. Vous voyez ici, la gangue est là. Alors ça, bien sûr, ça va se passer à l'entrée dans l'utérus. Et dès lors que l'embryon est sorti de cette gangue de glycolipides ici, de glycoprotéines, il va devenir extrêmement collant et il va s'implanter dans l'utérus. À ce stade, vous voyez déjà qu'il existe 2 grandes populations de cellules dont on a déjà parlé. Il y a les cellules qui sont autour, qui vont servir à l'implantation, qui sont des cellules du trophoblast, qui sont donc des cellules extra-embryonnaires, qui ne vont pas donner l'embryon lui-même. Et puis il y a ces quelques cellules ici, vous voyez cette sorte de bouton, là, bouton embryonnaire, ces cellules de la masse cellulaire interne, qui vont plus tard donner l'embryon. C'est à partir de ces cellules qu'on dérive les cellules ES. Vous vous en souvenez, je vous avais montré la même image. Alors si l'on fait un parallèle entre ce qui se passe chez la souris et ce qui se passe chez l'homme, vous voyez en fait que c'est très similaire. La variable principale est une variable de temps finalement. Et vous voyez que de façon intéressante, ce n'est pas une variable linéaire. Vous voyez que pour arriver au même stade, ça prend un peu plus de temps chez les humains que chez la souris, mais en fait, les stades ne sont pas alignés. Donc voilà, ce sont des différences. Simplement, ce que l'on obtient à peu près en 3 jours et demi, 4 jours chez la souris, il faut une semaine pour l'obtenir chez les humains. Lorsque l'on arrive à ce stade, à peu près à une semaine, on voit une 3e population de cellules qui apparaît. Donc vous voyez sur la droite, vous avez ici le trophectoderme, ces cellules qui vont se coller. Vous avez ici, en plein centre, les cellules de la masse cellulaire interne qui vont donner l'embryon. Et vous avez à l'intérieur une couche de cellules là qui va commencer à tapisser l'intérieur. Vous voyez, elles sont dessinées en rouge là, ces cellules-là, très denses, très noires, qui sont des cellules de l'endoderme primitif. C'est ça qu'on les appelle. Ce ne sont pas des cellules qui participeront à l'embryon plus tard, on les appelle les cellules de l'endoderme primitif. Vous verrez que ce sont des cellules qui ont une importance.
Je vous rappelle également que les cellules souches embryonnaires, donc les cellules qui dérivent de ces cellules-là, lorsqu'on les met en culture, ne sont pas totipotentes, parce que précisément, ces cellules ne sont pas capables de refaire cette couche de trophectoderme. Puisque très tôt dans le développement, il y a une différenciation, d'un côté les cellules de la masse cellulaire interne, l'épiblaste, l'embryon finalement, de l'autre les cellules du trophectoderme. Si vous prenez ces cellules embryonnaires, vous ne pouvez pas refaire du trophectoderme à partir de ces cellules. Donc elles ne sont pas totipotentes, elles sont pluripotentes. Elles peuvent tout faire, mais pas le trophectoderme. D'où la nécessité, si l'on souhaite vraiment essayer de reconstruire un embryon de ce genre, d'où la nécessité de produire également des cellules de type trophoblaste pour ensuite essayer de faire des mélanges pour voir ce qui va se passer. Alors, quelles cellules utiliser pour essayer de produire des lignées de cellules souches, mais cette fois non pas des cellules embryonnaires, mais des lignées de cellules souches, des cellules du trophectoderme, des cellules souches trophoblastiques. Alors pour comprendre ça, il faut regarder maintenant ce qui se passe juste après. Là, on est, je vous le disais, à peu près à une semaine chez les humains, à 4 jours et demi chez la souris. Ce blastocyste, il va amplifier ces cellules rouges de l'épiblaste, ces cellules embryonnaires. Vous voyez ici en vert cet endoderme primitif, et puis autour, cette couche de cellules trophectoderme. Il va y avoir ensuite une cavitation, il va y avoir production de l'ectoderme extra-embryonnaire ici, qui dépend de ces cellules trophoblastes. On va avoir une extension de cet embryon qui ressemble alors à un petit cylindre. C'est pour ça qu'on appelle cet embryon un cylindre Hoff, egg cylinder en anglais, cylindre Hoff, il ressemble à un petit cylindre. Il va y avoir cavitation maintenant dans cette partie-là, les deux cavités vont fusionner. En rouge, vous avez toujours la partie qui va donner l'embryon. En vert, vous avez le reste de cet endoderme primitif, et en bleu, vous avez ce qui va donner certaines annexes embryonnaires, qui est le trophoblaste ou l'ectoderme extra-embryonnaire. À ce stade, vous voyez deux choses très importantes qui apparaissent. Cette petite région ici en rose, qui est l'apparition du mésoderme, donc maintenant l'épiblaste, l'épiderme, va donner du mésoderme. Souvenez-vous, le mésoderme, c'est ce qui va faire nos muscles, notre sang, notre structure osseuse. Et puis, en bleu ici, vous voyez l'apparition des cellules germinales primordiales sur lesquelles je vais revenir. Donc, vous avez des cellules de l'épiblaste, l'embryon lui-même. Vous avez les cellules de l'endoderme primitif qui l'entourent, qui, en fait, comme on le verra tout à l'heure, sont là pour donner des instructions à cet épiblaste. Vous avez les cellules de l'ectoderme extra-embryonnaire, qui sont ces cellules en bleu, en haut, qui vont donner des dérivés extra-embryonnaires. Vous avez les cellules du mésoderme, ici, et puis vous avez des cellules germinales primordiales. Alors, cellules germinales primordiales, ce sont évidemment les cellules qu'on met de côté dès le début pour faire nos gamètes. C'est une petite population qui, dès le tout début du développement, est mise à part. Ce sont des cellules qui, des années plus tard, donneront les spermatozoïdes et les ovules. Elles sont mises à part pour des raisons assez intéressantes, mais très, très précocement, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Alors, pour fabriquer ces cellules souches du trophoblaste, il y a deux sources différentes qui sont possibles. Premièrement, ces cellules de l'ectoderme extra-embryonnaire. C'était la première source qui a été utilisée par Janet Rossant, et je vais vous le montrer dans une minute. C'est à partir de ces cellules bleues, disséquées, mises en culture. Et puis, en fait, ces auteurs se sont aperçus, après quelques tentatives, que finalement, c'était beaucoup plus simple de prendre un blastocyste assez âgé, de le mettre en culture. Et puis, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on a des cellules embryonnaires souches, donc on peut les prendre pour faire des cultures de cellules souches embryonnaires, cellules ES, mais on voit aussi qu'il y a d'autres cellules à côté qui en fait sont un peu différentes en morphologie,
puis ils se sont aperçus que finalement, s'ils prenaient ces cellules-là et les mettaient en culture dans un milieu différent, ils pouvaient obtenir des cellules souches trophoblastiques. Alors c'est cette publication-là, du laboratoire de Janet Rossent à Toronto, au Canada, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui remonte à 1998. Et en fait, vous voyez qu'il dérive ces cellules souches du trophoblaste avec ces deux origines différentes, soit l'origine de l'ectoderme extra-embryonnaire, soit un blastocyste allongé à 6 jours et demi. Vous voyez ici, ça s'appelle le trophectoderme polaire, c'est-à-dire les cellules du trophectoderme qui sont juste au-dessus de ces cellules embryonnaires, hein, et qui donc vont s'allonger pour former cet ectoderme extra-embryonnaire. Alors évidemment, il y a toujours la petite cuisine. Je ne vais pas revenir trop en détail aujourd'hui sur la méthodologie, mais il y a un facteur qui a été absolument essentiel dans la dérivation de ces cellules souches de trophectoderme, trophoblastes. C'est ce facteur que nous avons déjà rencontré à maintes reprises, FGF4, donc ce qu'on appelle le Fibroblast Growth Factor numéro 4. Alors vous voyez ici qu'en présence, quand on met ces cellules en culture, en présence de FGF4, on obtient ces grands clusters de cellules qui sont en fait des cellules souches du trophoblaste. Alors que si vous enlevez le FGF4 ou que vous mettez un inhibiteur, vous voyez que ces clusters disparaissent, ces cellules vont se différencier dans des types cellulaires différents. Donc à partir de là, en fait, dès 1998, on dispose à la fois de cultures de cellules souches ES et de cellules souches TS, comme ça qu'on va les appeler, qui sont des cellules souches pour les trophoblastes. Donc on a deux populations de cellules en bouteille qui reflètent en fait les deux grandes populations de cellules que l'on a au stade blastocyste. Mais curieusement, il aura fallu attendre pratiquement il y a une année, avec cette publication de Rivron et collègues, pour trouver les bonnes conditions pour que le mélange de ces deux populations cellulaires donne quelque chose qui ressemble à un blastocyste. Et c'est l'étude que j'aimerais vous présenter brièvement maintenant. Alors cette étude, elle consiste donc à prendre des cellules souches ES, embryonnaires, qui dérivent de cette partie rouge, l'épiblaste, prendre des cellules souches TS. Alors ces cellules-là, pour les cultiver avec succès, on doit mettre une cytokine qui s'appelle le LIF, dans un milieu particulier qu'on appelle 2I, s'il y a des spécialistes parmi vous. Et les cellules souches trophoblastiques, qui donc, comme je viens de le dire, doivent être cultivées dans un milieu avec du FGF4. Et puis, l'idée est de faire une réagrégation in vitro avec à peu près 5 cellules ES par cuvette. Donc, on a des micro-cuvettes, on met 5 cellules ES, ensuite, ils attendent que ces cellules ES se collent un peu, fassent une sorte d'agrégat, et puis, une fois qu'il y a un petit agrégat, hop, on balance des cellules TS. Ce qui fait que les cellules TS ne peuvent pas interférer avec cet agrégat, donc elles vont se mettre autour, ce qui est en fait leur destin finalement, d'entourer ces cellules embryonnaires. Et on voit que dans à peu près 0,3% des cas, les cellules TS, donc les cellules souches trophoblastiques, s'organisent en cystes avec des cellules ES à l'intérieur. C'est-à-dire, elles ne vont pas simplement entourer un agrégat de cellules ES, mais elles vont vraiment créer un cyste, donc avec une cavité, et puis à l'intérieur de ce cyste, on va avoir un petit agrégat de cellules ES. Donc quelque chose qui ressemble à plusieurs égards, en fait, à une structure de blastocyste. Bon, on peut dire 0,3%, ce n'est pas beaucoup.
Oui, mais enfin, si vous robotisez l'affaire, vous voyez que vous pouvez quand même en obtenir de très grandes quantités. On va voir que le pourcentage peut être augmenté de façon significative en jouant avec les conditions de culture. Dans le domaine, on savait depuis assez longtemps que lorsque l'on inhibait la voie de signalisation Wnt, dont on a beaucoup parlé, on obtenait des blastocystes avec une cavitation réduite, un peu en taille, réduite en volume, des blastocystes un peu malades, un peu recroquevillés. Et donc on pensait que cette voie de signalisation Wnt était nécessaire pour obtenir une bonne cavitation. Et donc ce que ces auteurs décident de faire, c'est d'essayer d'augmenter le pourcentage de succès de ces blastoïdes en rajoutant cette molécule-là, qui est le chiron, qui est en fait ce qu'on appelle un agoniste de la voie Wnt, c'est-à-dire ce n'est pas une molécule qui va empêcher la voie Wnt de fonctionner, mais c'est une molécule au contraire qui va stimuler la voie Wnt. Ce n'est pas un antagoniste, c'est un agoniste. Et puis il rajoute également de l'AMP cyclique, on en a déjà parlé également, qui, pour d'autres raisons, stimule aussi la croissance et la cavitation. Vous voyez que lorsqu'ils sont en absence de chiron, donc avec une très faible signalisation Wnt, ils rajoutent de l'AMP cyclique, ils voient une augmentation légère de la qualité du nombre de blastoïdes qu'ils peuvent qualifier comme étant de bons blastoïdes. Vous voyez qu'on part à peu près à moins de 1%, je viens de le dire. Vous arrivez pratiquement ici à 2-3% de blastoïdes corrects. Par contre, quand vous rajoutez à la fois de l'AMP cyclique et du chiron, donc que vous stimulez la voie Wnt et que vous rajoutez de l'AMP cyclique, vous voyez que maintenant vous obtenez à peu près 10%, un peu moins de 10% de blastoïdes qui ressemblent à quelque chose s'approchant d'une structure de blastocyste. Alors souvenez-vous, il y a 2 leçons, on a parlé de ce problème récurrent d'essayer de maximiser, de produire des SOPs, donc des protocoles d'opération qui puissent être fiables, que tout le monde puisse utiliser. Et donc ces auteurs-là ont regardé ce problème d'un peu plus près et ont décidé en fait de faire des courbes de titration assez complètes. Vous voyez ici, c'est le résultat. Et ce qui est fait ici, c'est de jouer à la fois sur cet axe avec le nombre de cellules souches du trophectoblaste au départ, et sur l'axe des Y ici, le nombre de cellules ES de départ. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est simplement de mélanger 3 cellules, de mélanger une cellule ES avec 3, 9, 15, 21, etc. cellules TS, puis 5 cellules ES, etc., etc. Donc pour avoir toutes les combinatoires possibles. Et le résultat est exprimé dans cette espèce de nuage ici. Et vous voyez qu'en fait, cette combinaison-là, donc quand vous rajoutez 8 cellules ES au départ, vous laissez agréger, et qu'ensuite vous ajoutez 21 cellules souches de trophoblastes, vous arrivez pratiquement à 70% de succès dans la production de ces blastoïdes. Donc là, ça commence à être intéressant. Là, on commence à toucher à un protocole qui est un protocole avec lequel on peut vraiment travailler, en fait. Alors ensuite, ces auteurs regardent certains aspects de ces blastoïdes, comme ils les appellent, blastocystes, blastoïdes. Ils regardent notamment la taille générale de ces blastoïdes, parce que, évidemment, il n'y a aucune raison a priori pour que ces objets biologiques respectent la restriction de taille que respectent les blastocystes, dans le fond. Mais vous voyez que lorsque l'on regarde ces blastoïdes à 24 heures, ou lorsqu'on les regarde à 65 heures,
eh bien, la taille passe d'une moyenne de 76 microns, donc 76 millièmes. L'œuf fertilisé, pour vous donner une idée, fait à peu près entre 80 et 90 microns. D'accord ? Donc on a ici à peu près la taille d'un œuf, ce qui est normal, puisque souvenez-vous, je vous rappelais dans une leçon précédente que les phases G1 et G2 dans les embryons précoces sont extrêmement courtes, pour autant qu'elles existent. Autrement dit, ces cellules font de l'ADN, mitose, de l'ADN, mitose, réplication de l'ADN, mitose, réplication de l'ADN, mitose. Il n'y a pas de phase intermédiaire pendant lesquelles ces cellules peuvent produire du matériel pour se refaire une santé. C'est la raison pour laquelle la taille du blastocyste est en fait équivalente à la taille du zygote, de l'œuf fécondé. Simplement parce qu'on est dans un processus de division en petits morceaux, plutôt que dans un processus d'amplification de la taille. Donc vous voyez qu'on garde à peu près la même taille, 76 microns, 90 microns après 65 heures, alors que les blastocystes normaux, vous voyez, ont une moyenne de à peu près 87 microns. C'est la taille, en gros, du zygote, de l'œuf fertilisé. 85, 90 microns. Donc ces blastoïdes, bien qu'ils soient entièrement reconstitués à partir de cultures de cellules, ont en fait, en quelque sorte, une perception, c'est un grand mot, mais ont une sorte de perception de leur taille, de sorte qu'ils ne sont pas ni plus petits ni plus grands qu'un blastocyste normal. Ils ont une taille qui correspond en gros à la taille d'un embryon d'un âge équivalent. Alors ensuite, ces auteurs ont regardé dans ces blastoïdes l'expression de quelques gènes. Là, on retombe vraiment dans ce qu'on a vu pendant les 5 leçons précédentes pour essayer de voir si les populations cellulaires présentes correspondent aux populations qui sont présentes dans l'embryon normal. Alors, en haut, vous voyez ici déjà une photo. Sur la gauche, vous avez des blastoïdes. Sur la droite, vous avez des blastocystes. Alors, bon, pour les non-experts parmi vous, vous allez dire, ça se ressemble. Si vous avez travaillé pendant 30 ans sur des embryons de souris, des blastocystes, il n'y a pas photo. Vous voyez que ceux-ci sont très lisses, ils ont une réflexion à la lumière qui est un peu différente de ceux-là, qui sont un peu plus désorganisés. Mais tout de même, c'est un niveau d'organisation qui est extrêmement étonnant. Je vous rappelle tout de même que c'est le mélange de quelques cellules ES dans lesquelles on va jeter quelques cellules souches de trophoblastes. Quand l'on regarde un peu l'intérieur, là, les choses sont encore plus étonnantes en fait. Vous voyez par exemple que ces deux gènes, NANOG et OCT4, qui sont des gènes qui sont spécifiques à la pluripotence. Ce sont des gènes que l'on trouve exprimés dans les cellules embryonnaires pluripotentes. Eh bien, vous voyez qu'ils sont parfaitement exprimés dans cette partie-là du blastoïde. Vous les trouvez ici à un stade un tout petit peu plus avancé dans ces cellules-là. Donc c'est exactement à l'endroit dans lequel ce gène devrait être exprimé. Mais peut-être de façon plus intéressante, toutes les cellules qui devraient exprimer ce gène le font. Ce n'est pas qu'il y a quelques cellules dans ce territoire qui expriment ce gène, non, c'est l'ensemble des cellules qui devraient exprimer ce gène NANOG ou ce gène OCT4 le font. Par contre, lorsque ces auteurs regardent un marqueur des cellules du trophoblaste, des cellules du trophectoderme, qui est ce marqueur-là CDX2, eh bien là, la réponse est un peu moins flagrante en fait, et bien qu'on voit un signal, clairement on voit un petit signal, dans la publication il est dit que finalement ce signal est très faible, qu'il n'est peut-être même pas toujours visible, et que donc les cellules du trophectoderme,
dérivées de ces cellules trophoblastiques, ne sont peut-être pas aussi ressemblantes à des vraies cellules du trophectoderme que ne le sont les cellules embryonnaires du blastoïde, les cellules embryonnaires d'un blastocyste. Évidemment, la question suivante que se posent ces chercheurs, c'est est-ce que ces blastoïdes peuvent s'implanter? Est-ce que ces blastoïdes peuvent donner un embryon? Et donc, ils font l'expérience. Et chez la souris, cette expérience se fait de façon relativement facile. Il suffit de prendre ce que l'on appelle une femelle qui est pseudo-gestante. C'est une femelle qui a été traitée avec des hormones, comme on le fait généralement quand on veut reproduire une souche une femelle de souris. Mais simplement, elle est croisée à un mâle qui est stérile. Et donc, le mâle déclenche chez cette femelle toute la réaction hormonale qui est nécessaire à l'implantation, ce qui fait que quelques jours plus tard, on peut, par une petite intervention chirurgicale, déposer ces embryons dans l'utérus avec un succès qui est pratiquement de 100% chez les gens qui pratiquent ça souvent. Et vous voyez en fait ici les deux cornes utérines, parce que la souris, contrairement aux humains, la souris a deux utéri qui partent de part et d'autre du vagin, depuis le haut du vagin, partent de part et d'autre. Vous voyez qu'effectivement, on a des sites d'implantation. Alors ici, c'est une coloration avec un bleu de Evans, qui en fait reflète les endroits de décidua, c'est-à-dire les endroits de la muqueuse utérine qui va répondre à une implantation. Et vous voyez très clairement qu'il y a eu dans ces utéri, il y a eu des implantations. Alors, pour être absolument sûr que l'embryon est bien implanté, ces auteurs vont utiliser des cellules ES qui expriment de la GFP. Donc, ce sont des cellules dans lesquelles on a introduit peu importe quel gène, mais qui simplement produit de façon constitutive de la fluorescence. Donc on peut toujours aller voir où se trouvent ces cellules du blastoïde. Et là, pour des raisons, ce sont des sections histologiques. Là, évidemment, on ne peut pas aller sortir cet embryon. Donc, section histologique. Et au lieu de voir de la fluorescence, ce qui est fait ici, c'est d'utiliser un anticorps contre la protéine qui fluoresce. C'est un anticorps contre la GFP. Et cet anticorps donne un signal qui est cette petite coloration brune ici. Et vous voyez qu'en fait, cette ligne-là délimite la présence de cette réaction, l'antigène avec l'anticorps. En fait, c'est un blastoïde qui est implanté. Il est en plein dans la muqueuse utérine, donc il s'est parfaitement implanté. On voit là encore des réactions déciduaires en utilisant une enzyme un peu plus spécifique que le bleu de Evans. Et là, vous voyez une expérience où on a introduit dans l'utérus gauche une série de blastoïdes, et puis dans l'utérus droit, le liquide qui porte les blastoïdes, mais sans blastoïdes. Et en fait, c'est très convaincant. Je pense qu'il n'y a pas de problème à conclure que ces blastoïdes sont capables de s'implanter. Alors la question suivante, évidemment, c'est est-ce qu'ils se développent? Et la réponse est non. Vous voyez ici cette phrase de la conclusion de la publication. Les blastoïdes ne sont pas capables d'entrer dans un développement embryonnaire bona fide. Donc, ça veut dire, oui, on voit des sites d'implantation, mais après, il y a tout qui crève et on n'obtient rien. Il n'y a que des avortons. Alors, pour essayer de comprendre un peu plus pourquoi, si on décide de faire une analyse assez détaillée de la cartographie des ARN qui sont produits par ces blastoïdes. Alors, on en a déjà discuté à quelques reprises. Rappel pour peut-être essayer de simplifier un peu.
chaque cellule est caractérisée par le panorama d'ARN qu'elle va produire. Toutes les cellules ont le même ADN, mais des cellules différentes vont produire des ARN différents. Les cellules du trophoblaste vont produire peut-être 6, 7, 8 000 ARN d'un certain type, et puis les cellules embryonnaires vont produire d'autres ARN. C'est la raison pour laquelle ces cellules vont produire des protéines différentes, et ces cellules seront différentes les unes des autres. Alors ce que ces auteurs font, c'est de prendre ces blastoïdes et de séquencer tous les ARN qui se trouvent à l'intérieur. C'est un séquençage massif, à très grande profondeur, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vraiment séquencer des millions et des millions d'ARN, pour être sûr qu'on en voit vraiment une bonne partie. Et puis, ils vont comparer ces séquences avec les séquences d'ARN que l'on trouve dans des blastocystes normaux, évidemment, ça c'est la première comparaison qui est à faire, mais également avec les ARN que l'on trouve dans les cellules ES, donc de départ, avec les ARN qu'on trouve dans les cellules TS, donc les cellules souches de trophoblastes, de départ. Et puis, ils vont comparer ça avec ce qu'ils appellent un blastoïde virtuel, c'est-à-dire, ils vont prendre les ARN obtenus dans les cellules ES, les ARN obtenus dans les cellules TS, et puis ils vont les mélanger. Si vous voulez, c'est un blastoïde virtuel dans le sens où les deux populations de cellules que l'on trouve dans le blastoïde vont être mises ensemble, mais elles n'ont pas poussé ensemble. Donc on reconstitue artificiellement un pseudo-blastoïde. Vous allez voir pourquoi ils font ce genre de mélange. Donc ça, c'est toutes les conditions qu'ils analysent, et puis ils mettent ça sur une matrice, et le résultat est très simple. Quand c'est très rouge, c'est très ressemblant. Alors évidemment, vous voyez que la diagonale est très rouge, parce que la diagonale, vous avez blastocyste contre blastocyste, cellule TS contre cellule TS, puisque c'est un système de matrice. Donc c'est 100%, c'est identique. Alors le point intéressant à mon avis est le point suivant. Vous voyez que le blastocyste virtuel, en fait, ressemble beaucoup, ici, aux cellules TS et ressemble passablement aux cellules ES. Mais vous voyez que ce blastoïde virtuel ressemble très peu au blastoïde réel. D'accord ? Si vous regardez le blastoïde réel, en fait, vous voyez qu'il ressemble, évidemment, il est identique au blastoïde. Vous voyez que l'autre dataset auquel il ressemble le plus, c'est le blastocyste. Donc ça veut dire que le blastoïde qui est produit a un contenu d'ARN qui est plus proche du contenu du blastocyste que du contenu des cellules qui ont été utilisées pour faire ce blastoïde. C'est normal, en fait. Ça montre que ce blastoïde est quand même assez proche d'un vrai blastocyste. D'accord ? Et vous voyez qu'en fait, comme contrôle, ce blastoïde virtuel, lui, ressemble aux cellules de départ, mais ne ressemble pas au blastocyste. Et donc la conclusion principale est que finalement, il faut une communication entre les cellules ES et les cellules TS pour que cet objet biologique commence à fonctionner d'une façon qui est similaire à l'embryon. Quand vous prenez les ARN séparés, ça ne marche pas. D'accord ? Donc c'est vraiment, ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est vraiment une condition biologique, ce sont des propriétés qui sont des propriétés émergentes. Quand vous mettez ces cellules ensemble, ces cellules vont commencer à se parler, à fabriquer quelque chose qui va produire des ARN qui seront beaucoup plus que la simple addition des ARN produits par les deux cellules, les deux populations de cellules différentes, qui sont illustrées dans le cas des blastoïdes virtuels. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est
aussi clair que je peux l'expliquer. Donc, effectivement, en mélangeant ces cellules, on obtient un résultat qui est proche de ce que l'on obtient dans un blastocyste normal. Mais ces auteurs remarquent aussi qu'en fait, toutes les conditions analysées, tous les traitements possibles de ces blastoïdes maintiennent tout de même les marqueurs de pluripotence. Autrement dit, ils n'arrivent pas à se débarrasser des marqueurs de pluripotence. C'est-à-dire que ces marqueurs comme OCT4 ou NANOG, dont je viens de vous parler, qui sont indicateurs de la pluripotence, donc des cellules souches, au bout d'un moment, vous avez envie de vous en débarrasser pour pouvoir progresser, pour pouvoir différencier ces cellules. Et eux n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils sont toujours présents. Et donc, ils se disent peut-être que si l'on prenait pour démarrer des cellules de l'épiblaste un peu plus âgées que des cellules ES, peut-être arriverions-nous alors à aller un peu plus loin dans le développement. Et c'est la dernière tentative qu'ils font. Alors, les cellules de l'épiblaste, vous voyez ici la masse cellulaire interne, une fois de plus, ces cellules rouges, lorsqu'on met cet embryon en culture, ces cellules rouges vont donner des cellules ES, ces fameuses cellules ES. Lorsque vous attendez un peu, que vous prenez cet embryon qui a maintenant un jour de plus, vous prenez ces cellules rouges qui dérivent de ces cellules rouges, mais qui ont déjà progressé un petit peu dans leur développement. À partir de ces cellules, on peut obtenir des cultures de cellules, des cellules d'épiblastes, donc ce qu'on appelle des épistem cells, des cellules souches d'épiblastes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces épistem cells, qui sont similaires aux cellules ES, mais pas identiques. Elles sont un peu plus âgées, elles ont déjà passé quelques étapes supplémentaires. Et lorsqu'ils répètent les expériences, en fait, ils s'aperçoivent qu'au contraire, la fréquence des blastoïdes diminue, ils sont plus petits, ils sont mal développés, et donc ils concluent que finalement, ce n'est pas en utilisant des cellules ES un peu plus âgées qu'ils vont pouvoir obtenir des embryons un peu plus âgés. Ils sont obligés de repartir du début de toute façon. Ils sont obligés de repartir du début. Et donc, ils en concluent qu'il y a un potentiel inductif qui est lié aux cellules ES. Alors ce potentiel inductif, la nécessité de démarrer avec des cellules ES, en fait, il était un peu dans l'air, puisqu'on savait que FGF4 était connu pour contrôler la prolifération du trophoblaste. Et en fait, il se trouve que les cellules ES ont 8 fois plus de FGF4 que les cellules épistem cells. Parce que les cellules de l'épiblaste ont déjà progressé un peu, elles ont baissé leur niveau de FGF4. Et en fait, quand vous mélangez ces deux populations de cellules, embryonnaires, trophoblastes, le trophoblaste a besoin de recevoir des cellules embryonnaires du FGF4. Si vous mélangez ces cellules du trophoblaste avec des cellules qui ont moins de FGF4, l'embryon va se développer d'une façon très partielle. Et puis le dernier point qui est fait dans cette publication, j'ai décidé de ne pas vraiment en parler en détail parce que je préfère passer sur une autre publication, c'est en fait l'utilisation de ces blastoïdes pour comprendre un point particulier qui était peu compris dans le domaine et qui était la fonction de la voie de signalisation TGF-bêta dans le blastocyste. Alors, je ne vais pas peut-être pas trop vous ennuyer en revenant sur ces voies de signalisation. La voie de signalisation TGF-bêta, on en a parlé brièvement déjà. C'est une des nombreuses façons, encore une fois, que les cellules utilisent pour se parler entre elles. Les TGF-bêta, c'est une grande famille de protéines, parmi lesquelles on trouve des protéines qu'on appelle BMP4, on en a beaucoup parlé, souvenez-vous, des protéines nodales, des protéines comme l'activine, toutes ces protéines dont on a parlé, signalisent par l'intermédiaire de cette voie de signalisation de TGF-bêta. Et en fait, ces auteurs se sont aperçus que les cellules ES
induisent la voie de signalisation TGF-bêta dans les cellules trophoblastiques. Et en fait, on sait que ces cellules ES embryonnaires produisent des ligands pour en tout cas 2 de ces protéines TGF-bêta, nodal et BMP4, alors des ligands. Simplement, ces cellules embryonnaires fabriquent des protéines, exportent ces protéines, et ces protéines arrivent dans les cellules autour, les cellules du trophoblaste. Et ces cellules du trophoblaste vont intégrer ce signal pour pouvoir continuer à se développer. Donc le résumé de ces expériences, sur lesquelles je vais passer assez rapidement, c'est qu'en fait, les cellules ES, ici j'ai mis E, donc ces cellules rouges là, vont à la fois produire du FGF4, qui va contrôler la prolifération du trophectoderme, et puis produire également des protéines de la famille TGF-bêta, BMP et nodal, qui vont s'occuper de la maturation épithéliale et de la morphogenèse du trophectoderme. Vous voyez ? Autrement dit, si vous voulez, de façon plus simple, ces cellules embryonnaires commencent leur vie en organisant ce qui va les aider à pousser. Hein. Alors, d'un côté, on va envoyer du FGF4 pour proliférer, pour que les cellules autour prolifèrent. Et puis de l'autre côté, on va envoyer du TGF-bêta pour organiser, pour faire des structures épithéliales. Donc, on pousse d'un côté, on organise de l'autre. Hein. Et puis la réponse des cellules du trophoblaste. Une des étapes les plus importantes a été vraiment d'essayer de jouer avec ces conditions de culture pour, bien sûr, aller plus loin que cette étape, d'essayer de passer ce goulet d'étranglement, hein, qui est ce stade blastoïde, en fait, blastocyste, sans pouvoir aller au-delà. Et je pense que les progrès les plus significatifs ont été faits par ce laboratoire de Magdalena Czernicka-Goetz à Cambridge, qui est en train de déménager à Caltech, en Californie. Et je vais vous parler assez brièvement de 2 de ces publications qui ont vraiment fait grand bruit dans le domaine. Et si ça vous intéresse, je vous conseille une revue qui est assez accessible, qui vient de sortir, en fait, la semaine passée, dans le magazine Science, où elle explique assez précisément, en fait, comment produire ces objets. Alors, vous allez voir, ces objets sont assez remarquables. Et je vous remontre une fois de plus ce développement qui passe ici des stades pré-implantation, jusqu'à ce stade-là à peu près, au stade post-implantation, c'est-à-dire là, le blastocyste arrive dans l'utérus, il va enlever sa zone, éclore de sa zone pellucide, et hop, s'implanter et continuer son développement. Alors ici, vous avez un épiblaste qui est défini comme étant sans polarité. Ce sont des cellules qui sont agrégées, qui font une petite masse interne, cellules ES. Ensuite, cette masse s'organise avec des cellules qui commencent à avoir des structures épithéliales. Donc des cellules qui ont une membrane basale, qui vont avoir les caractéristiques des cellules épithéliales. Hein. Et puis début de la formation de cette cavité dont on a parlé. Ensuite, ces cellules vont s'allonger, toujours avec des structures épithéliales. La cavité va s'agrandir. Début d'une cavité dans le trophoblaste, ici. Ensuite, les 2 cavités vont grandir, fusion des 2 cavités, et on va obtenir cet egg cylinder, qui vraiment est la forme typique de l'embryon des mammifères, embryon de souris, embryon humain. Hein. La tête, le cerveau se développera de ce côté-là. Vous voyez cet élargissement-là. Et puis, en fait, toute cette partie-là, à ce stade, est une partie qui correspond finalement, je dirais, jusqu'à la partie post-occipitale. Hein. Ensuite, on va rajouter des parties vers la partie postérieure, et tout ça va se faire de cette façon ici, par la partie postérieure, ce mésoderme-là qui va rentrer. C'est le phénomène de gastrulation. C'est extrêmement compliqué, en fait. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Alors, qu'est-ce que fait ce laboratoire de Magdalena Czernicka-Goetz ? En fait, retour au matrigel,
retour aux structures tridimensionnelles, un protocole qui s'inspire beaucoup de la culture d'organoïdes, cette fois, où l'on va mélanger des cellules ES, en principe une cellule ES, avec quelques cellules TS. Donc une cellule embryonnaire avec quelques cellules du trophoblaste. Alors, comment une cellule avec quelques cellules, c'est fait de façon statistique, c'est-à-dire il y a une dilution qui est faite, et puis on estime par dilution que tous les petits culots qu'on va déposer sur des multiplates, en moyenne, contiennent une cellule. Mais il est possible que parfois il y en ait 2, 3. En moyenne, la dilution est faite pour qu'on arrive à ce résultat-là. Alors, solidification du matrigel, etc., pousse en matrigel. Et puis, après 96 heures de culture, voilà ce qui est obtenu. Chose extrêmement similaire à cet egg cylinder ici, avec une partie qui ressemble à l'ectoderme extra-embryonnaire, et puis cette partie qui ressemble à l'épiblaste. Alors là, on est déjà dans un autre système, puisqu'on n'est pas parti en agrégeant des cellules ES et puis en faisant un coating de cellules du trophoblaste, qui est déjà au départ presque l'idée d'avoir un embryon fabriqué finalement. Là, on part d'une cellule, une cellule ES, qu'on mélange dès le départ avec des cellules du trophoblaste, puis on laisse le truc s'organiser. Auto-organisation, on y revient. Milieu de culture, rapidement, simplement, intéressant de voir que c'est un milieu qui s'appelle le milieu neurobasal A, qui est un milieu qui généralement est utilisé pour faire pousser des neurones, des cellules neurales. Pourquoi ce milieu a été utilisé? J'en sais rien, mais évidemment, à l'évidence, c'est quelque chose qui marche bien. Avec du FGF, et puis de l'héparine, ici, qui en passant, en fait, est un cofacteur de la voie de signalisation FGF. Quand vous traitez avec du FGF, si vous rajoutez de l'héparine, ça va surmultiplier l'action du FGF. Donc on est dans un milieu dans lequel il y a beaucoup de signalisation par le FGF. Alors, regardons un peu ces embryons qui sont magnifiques. Vous voyez sur le haut ces embryons qui sont appelés ETS, embryons, trophoblastes, ça me reviendra. Je vois peu importe. Vous avez donc ces embryons sur le haut. À 6 jours et demi, l'embryon normal contrôle est sur le bas, 6 jours et demi, 5 jours et demi. Et puis en haut, ils ont aligné des embryons qui en fait correspondent à ces deux stades. Donc vous avez le stade un peu plus précoce sur la droite et un tout petit peu plus tardif, un jour plus tard, sur la gauche. Alors regardez la ligne du bas, le contrôle, les vrais embryons. Vous voyez ici une coloration avec OCT4 qui est un de ces marqueurs de pluripotence, donc un marqueur de l'épiblaste. Et vous voyez que dans l'embryon normal, on le trouve dans ces cellules qui vont faire l'embryon. Vous voyez que dans cet embryon ETS, vous avez cette magnifique couche cellulaire ici qui reproduit partiellement cette expression. En haut, vous avez OCT4 ici, qui est un autre marqueur de pluripotence. Et vous voyez que là encore, vous avez... Alors, faites attention, là, vous avez ce sont des sections optiques. C'est un microscope confocal. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est un microscope qui fait des tranches. N'est-ce pas? Donc, quand vous voyez ici que c'est vide et ici que c'est plein, ça ne veut pas dire que cet embryon est rempli. C'est simplement que vous êtes de l'extérieur, donc que vous voyez une tranche qui a des cellules. Mais les embryons ont évidemment une cavité blastocellique à l'intérieur. Donc vous voyez, positif pour cet autre marqueur de
de pluripotence. Si vous regardez un stade plus précoce, vous voyez la même chose, OCT4, marqueur de pluripotence dans l'épiblaste. Mais lorsque vous regardez ce gène-là qui s'appelle EOMES, qui est en fait un marqueur des cellules extra-embryonnaires, là vous voyez la différence. Vous voyez que dans l'embryon normal, ce marqueur se retrouve ici dans cette couche extra-embryonnaire, mais également dans cette couche d'endoderme primitif qui entoure ces cellules de l'épiblaste. Souvenez-vous, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, c'est cette couche-là, cette couche verte. Vous voyez cette couche verte? Ces cellules-là. Eh bien, c'est cette couche-là. Et cette couche est absente chez ces embryons ETS. D'accord? J'ai mis ici une image pour vous le rappeler. Néanmoins, vous voyez que 22% de toutes les structures produites contiennent à la fois des cellules ES et des cellules TS. Ah voilà, ES plus TS égale ETS, évidemment. Embryonic stem, trophoblast stem, embryon embryonic trophoblast stem. Voilà, ETS. Donc, parmi ces 22%, 92% montrent cet aspect cylindrique typique. Donc, c'est quand même une fréquence de production de ces pseudo-embryons, ces embryoïdes, qui est assez remarquable, je dois dire. Alors ensuite, ces auteurs ont regardé un peu en détail comment les cellules se comportent. Et aujourd'hui, on fait ça grâce à des outils microscopiques qui sont des outils formidables, où en fait, le microscope peut suivre le développement de ces embryons, évidemment, puisqu'ils sont dans ce cas-là in vitro. On ne pourrait pas le faire en implantation. On peut suivre le développement de ces embryons. Et puis, il y a des logiciels qui suivent cellule par cellule. Et donc, on peut voir l'orientation des cellules, leur vecteur, s'il y a une membrane basale, si ce sont des cellules épithéliales, comment elles se comportent, comment elles se divisent. Et puis, on peut reconstruire des cartes générales avec le comportement de ces cellules. Et sans m'attarder trop longtemps sur ces résultats, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que lorsqu'ils font ça avec des embryons, des embryoïdes, à 72 heures, 84 heures et 96 heures, ils s'aperçoivent en fait que le comportement de ces cellules dans ces embryons est très similaire au comportement des cellules dans l'embryon normal, c'est-à-dire qu'on a cette cavitation, l'apparition de cette cavitation est liée à un processus de constriction apicale de cellules. C'est un processus assez compliqué. Les cellules, dans leur partie apicale, ces cellules qui sont de type épithélial, ont une constriction, et puis ça va provoquer cette cavitation à l'intérieur qui va conduire à la cavité blastocellique. Alors après, ce processus se renforce, une cavité. Voyez, on voit ici, c'est la création de cette cavité vers le bas, début de la cavité vers le haut, fusion de ces deux cavités, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc la conclusion, c'est que la formation de cette cavité proamniotique est très importante pour l'embryon, est identique au processus observé dans l'embryon normal. Le point suivant que ces auteurs essayent de détecter est évidemment un point totalement central, qui est ce point qui manque dans les blastoïdes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'apparition du mésoderme. L'apparition du mésoderme, c'est évidemment l'indication que l'embryon est parti cette fois sur la voie de se développer. C'est qu'on va produire le tissu, le feuillet embryonnaire qui va être essentiel pour la gastrulation, qui est le mésoderme. Alors, est-ce que ces embryoïdes produisent ce mésoderme que vous voyez ici dans l'embryon normal en jaune? Alors, pour répondre à cette question, ils font une chose qu'on a déjà vue à maintes reprises. Ils vont simplement utiliser des cellules embryonnaires, des cellules ES, qui ont une GFP, une fluorescence, introduite dans une des deux copies du gène brachyurie, qui est un gène typique du mésoderme. Des cellules mésodermales précoces.
bien entendu. Ce n'est pas un gène qui est exprimé dans vos muscles pendant qu'on parle. C'est à l'origine du mésoderme, dans les cellules les plus précoces, on va avoir expression de ce gène brachyurie. Ce gène brachyurie, vous le trouvez dans la littérature parfois sous l'appellation de T, grand T, big T, pour une raison assez simple en fait. Vous savez que les gènes, je vous l'ai déjà dit me semble-t-il, mais sont souvent appelés, non pas par ce qu'ils font, mais sont appelés en fonction des problèmes qu'ils créent quand on les inactive. Quand les gens parlent du gène de la mucoviscidose, par exemple, c'est un non-sens. Il n'y a pas de gène qui crée de la mucoviscidose. Il y a un gène qui, quand on le détruit, cause une pathologie qui est. D'accord ? Et il se trouve que ce gène a été un des tout premiers gènes isolés chez la souris, dans les années 50, semble-t-il, parce que simplement ces souris n'avaient pas de queue, ou une queue très courte. D'où le grand T pour tail, la queue, T. Des souris terribles à travailler parce que pour ne pas se faire mordre, quand on travaille avec des souris, on les prend par le bout de la queue. Quand elles n'ont pas de queue, on se fait mordre. Brachyurie, maintenant vous comprenez, brachy c'est trop court, une brachydactylie c'est les doigts trop courts, urie c'est la queue. Les amphibiens se divisent en ourodèles, les amphibiens à queue, le triton, et puis des anours, les grenouilles, les crapauds. Donc, brachyurie, c'est une queue trop courte. Voilà. Alors, ils introduisent cette GFP. Il reste une copie du gène fonctionnel, bien entendu, autrement l'expérience n'aurait pas de sens. Donc, il n'y a pas de phénotype. Et la question, c'est est-ce qu'on trouve de la GFP? Donc, est-ce qu'il y a du mésoderme? Est-ce qu'il y a des cellules de mésoderme? Et puis, s'il y en a, où se trouve-t-elle? Et là, vous avez le résultat. Vous voyez que quand on prend des cellules ES et qu'on les colle ensemble pour faire ce qu'on appelle un corps embryoïde, c'est simplement une boule de cellules ES sans qu'on ait rajouté quoi que ce soit d'autre. On les laisse se développer un peu. On a un corps embryoïde. C'est une vieille appellation. Eh bien, vous voyez que certaines cellules décident, à un moment donné, de devenir des cellules de type mésodermique et vont activer cette fluorescence. Lorsque vous regardez l'embryon EST, vous voyez que c'est également le cas, sauf que cette fluorescence est très souvent localisée de façon asymétrique. Alors, on a une quantification, ces auteurs se disent on va essayer de quantifier ce phénomène, et c'est ce que vous voyez sur la droite ici. Donc ce schéma-là, ce plot, indique simplement la proportion, le nombre de fois où on voit de la fluorescence GFP, soit dans des simples agrégats de cellules ES, soit dans des embryons ETS. Et vous voyez que dans des simples agrégats de ce type-là, on va avoir une fluorescence dans 20% des cas. Ce n'est pas inattendu, les cellules vont partir un peu dans tous les sens, et puis certaines vont se mettre à avoir un destin mésodermique, paf, elles vont allumer brachyurie. Et vous voyez que dans les embryons ETS, on a pratiquement 70% de ces embryons qui ont de la fluorescence. Et sur la droite, vous voyez le résultat qui est à mon avis plus intéressant, c'est qu'en fait, 65% de ces embryons ont une distribution de la fluorescence qui est asymétrique. Ça, c'est très important, parce qu'un des phénomènes essentiels du développement, on en a déjà parlé, c'est un phénomène auquel j'avais fait référence comme le symmetry breaking, le cassage de la symétrie. Il y a un moment où on pousse quelque chose, il y a un moment où il va falloir prendre une décision pour créer une asymétrie. Et là, vous voyez que ce gène est exprimé de façon asymétrique. Alors, on peut essayer de quantifier ça de façon plus précise, et là encore, ce qui est fait ici, c'est pareil, ce sont des embryons qui ont cette GFP dans brachyurie. Et ce qu'on fait simplement, on donne ces embryons au microscope, ce microscope va faire des sections, va compter chaque cellule, et va donner un schéma qu'on va pouvoir tourner dans tous les sens, où on va pouvoir compter chaque cellule qui est fluorescente, et puis la positionner. Donc ce qu'ils font là, ils demandent simplement au logiciel de tracer une ligne
qui sépare ces deux moitiés, la moitié où théoriquement, on devrait trouver du mésoderme, et puis l'autre moitié, à la fois chez l'embryon normal ou chez l'embryon ETS, et puis de calculer le ratio de cellules fluorescentes qui sont de ce côté et de ce côté. Très simple, techniquement extrêmement compliqué, logiciel compliqué, mais vous voyez que le résultat est extrêmement clair. Quand vous regardez l'embryon normal, celui-ci, vous voyez que 100% des cellules fluorescentes se trouvent sur la droite. Aucune cellule fluorescente de ce côté. Quand vous regardez l'embryon ETS, vous voyez que le résultat est un peu différent, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez que la grande majorité des cellules, en fait, fluorescentes, se trouvent de ce côté-là. Donc c'est quand même un résultat qui est un bon résultat. Dans la plupart de ces embryons, on a, pour une raison qui est tout de même extrêmement mystérieuse, une activation du programme du mésoderme dans quelques cellules qui sont simplement localisées d'un côté, ce qui est la situation normale, en fait. Donc il y a une auto-organisation qui est relativement bonne. Alors, ces cellules, est-ce que ce sont vraiment des cellules de mésoderme? Ça, c'est la question que se posent ces auteurs. Et pour le savoir, ils font la chose suivante. Puisque ces cellules sont marquées avec de la fluorescence, on va les trier. Souvenez-vous, quand vous avez une fluorescence, vous pouvez demander à une machine de vous trier ces cellules. Donc alors il y en a très peu, ça va se faire d'une façon un peu différente cette fois, mais on va pouvoir aller piquer ces cellules qui sont fluorescentes, donc qui sont positives pour le fonctionnement du gène brachyurie, et on va pouvoir examiner ces cellules pour savoir si d'autres gènes spécifiques au mésoderme sont exprimés, pas seulement en brachyurie, mais est-ce que ce sont vraiment des cellules de mésoderme ou pas? Alors cela est fait en utilisant ce qu'on appelle de la qPCR. C'est simplement, si vous voulez, une petite analyse des ARN, mais cette fois, plutôt que d'aller séquencer l'intégralité des ARN, on peut être beaucoup plus précis et on peut aller avec des primers dans ce qu'on appelle une réaction de PCR. On peut aller sur toute une série de gènes cibles, savoir s'ils fonctionnent ou pas. Si vous voulez, par exemple, on se dit ce gène ici que vous voyez, MIX, ce gène MIX, ou ce gène HAND1, HAND1, ou ce gène T, etc., qui sont typiquement du mésoderme, qui ne sont exprimés que dans les cellules du mésoderme. La question qu'on se pose, c'est dans cette cellule fluorescente, est-ce qu'ils sont exprimés ou pas? Et ça, on peut le savoir en faisant une extraction de l'ARN, mais plutôt que de faire une séquence, on fait une PCR. C'est moins global, c'est plus précis, c'est quantifiable. Et voilà le résultat. Vous voyez que ces trois marqueurs ici du mésoderme sont enrichis dans ces cellules. Ici, vous avez deux marqueurs qui sont intéressants, ce sont des marqueurs de la transition épithélio-mésenchymateuse. On va y revenir dans une minute. Ils sont aussi positifs, comme on pourrait s'y attendre. Par contre, quand vous regardez un marqueur de cellules neurales, qui est ce gène POU3F1, vous voyez que ce gène n'est pas enrichi. D'accord ? Et puis quand vous regardez des cellules qui sont localisées en face, alors c'est toujours pareil, c'est ce qu'on appelle un contrôle négatif, donc vous prenez ces cellules fluorescentes d'un côté, vous prenez des cellules non fluorescentes de l'autre côté, en face, de l'autre côté de l'embryon, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'enrichissement. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, ces cellules qui expriment de la fluorescence, qui expriment brachyurie, donc de la fluorescence, dans cet endroit précis, ont vraiment l'air d'être des cellules de mésoderme. En fait. Donc il semble qu'on a une propriété émergente de plus, cette fois, en mélangeant des cellules qui n'ont rien à voir avec du mésoderme. Souvenez-vous, ce sont des cellules souches de trophectoderme et des cellules souches d'épiblastes, finalement. On arrive à produire des cellules sur la lignée du mésoderme qui sont localisées à l'endroit où elles devraient l'être.
Alors ça, c'est la dernière expérience pour vérifier ça. C'est évidemment les marqueurs de cellules souches primordiales. Alors ça, c'est une expérience extrêmement étonnante, que je trouve personnellement extrêmement étonnante. C'est qu'à proximité très proche de ce territoire du mésoderme, ici, se trouve un autre tout petit territoire que je vous montrais tout à l'heure, qui se trouve à l'origine des cellules germinales, donc de notre lignée germinale. C'est évidemment le territoire essentiel, puisque sans ce territoire, il n'y a plus d'espèces. C'est ces cellules qu'on va mettre de côté, qui vont être traitées d'une façon particulière et qui vont nous servir à nous reproduire. Eh bien, ces cellules, très 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 tôt dans leur développement, on peut les qualifier par certains marqueurs, encore une fois. Vous voyez ici, par exemple, ce gène TFAP2C, c'est compliqué, ou ce gène STELLA, ici, qui ne sont exprimés à ce stade que dans les cellules précurseurs de ces cellules germinales. Et vous voyez curieusement que c'est chez ces embryons ETS, eh bien, vous avez expression de ce gène OCT4, donc épiblaste, cellule embryonnaire, et puis expression en vert de ce gène TFAP2C. Et donc, si vous avez une cellule qui est à la fois fluorescente pour du rouge et fluorescente pour du vert, cette cellule apparaît en jaune. D'accord ? Et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, ces quelques cellules jaunes, en fait, sont des cellules qui sont des cellules embryonnaires, puisqu'elles expriment OCT4, donc elles vont faire l'embryon, et elles expriment ce marqueur des cellules germinales primordiales. Vous voyez un autre marqueur ici qui est en fait le gène STELLA. Alors, dans ce cas-là, c'est encore plus simple. C'est une fluorescence qui a été cette fois introduite derrière le gène STELLA. Donc, on sait que s'il y a de la fluorescence, c'est que ce gène fonctionne. Et vous voyez ici ces quelques cellules-là qui fluorescent. C'est assez remarquable. Vous voyez là le schéma avec ces cellules qui apparaissent. La dernière chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que pour être vraiment sûr que c'est les bonnes cellules dont il est question ici, ces auteurs appliquent un système qui va inhiber la voie de signalisation BMP, parce qu'il est connu que ces cellules primordiales, germinales primordiales, ont besoin de signalisation BMP pour apparaître. Donc ces auteurs se posent la question, voilà, si on traite ces embryons avec un inhibiteur de cette voie, est-ce qu'on va encore voir ces cellules, auquel cas on s'est trompé, auquel cas c'est un artefact d'une façon ou d'une autre, ou bien est-ce que ces cellules vont disparaître? Et pour faire court, voilà, pour être sûr que cette voie de signalisation est bien inhibée, on va regarder la partie intracellulaire, donc la partie qui transmet l'information. Dans ce cas particulier, c'est une phosphorylation d'une protéine, etc. Donc vous voyez que cette phosphorylation a disparu. Donc en mettant cet inhibiteur, on n'a plus, cette fois, de signalisation BMP. Et peut-être est-ce difficile à voir, mais ces cellules-là, les cellules OCT4, bien sûr, restent, parce qu'elles n'ont pas besoin de BMP pour se développer. Mais vous voyez que ces quelques cellules ici, que l'on voit dans ces blastoïdes non traités, disparaissent dans les blastoïdes traités. Voilà, donc ça c'est le résumé de cette publication, très intéressante. Vous voyez ici le développement normal, et puis en dessous les auteurs ont mis une sorte de schéma de ce qu'ils pensent être le développement de ces embryons ETS. Alors évidemment, grande différence, il n'y a pas de cet endoderme primitif ici, mais par contre on a autour une couche, une sorte de membrane, une sorte de matrice extracellulaire qui ressemble en fait à la matrice produite par la membrane basale de l'endoderme viscéral. D'accord ? Mais il n'en reste pas moins que l'embryon ETS n'a pas de trophectoderme, vous voyez ici, cette partie-là est absente, et n'a pas d'endoderme primitif.
D'accord ? Et c'est pour cette raison que ces embryons ne peuvent pas aller plus loin. Et donc ces auteurs se disent, c'était l'année passée en fait, mais s'il n'y a pas d'endoderme primitif, pourquoi ne pas essayer d'en rajouter finalement et de faire un embryon par triple accumulation de cellules en mélangeant à la fois des cellules embryonnaires souches et des cellules trophoblastes souches et des cellules endodermes primitives souches. Hein? D'accord. Et donc, c'est ce que vous voyez là, une publication très récente, 2018. Cette fois, on passe des embryons ETS aux embryons ETX, puisque le X vient de la population de cellules souches EXE, donc de l'ectoderme extra-embryonnaire X. Hein, donc on a cette fois embryonnaire E, trophoblaste T, extra-embryonnaire X. Et parce que j'avais envie de vous parler un tout petit peu d'autre chose dans les 10 minutes qui me restent, j'ai décidé de passer assez rapidement sur ces embryons, mais vous voyez que cette fois, ces embryons sont très remarquables. Donc on a un mélange de ces trois types cellulaires selon un protocole un tout petit peu différent. Et vous voyez que ce mélange, cette fois, produit cette couche autour, qui est cette couche d'endoderme primitif. Cet endoderme primitif, ces cellules souches, elles sont dérivées une fois de plus du laboratoire de Janet Rossand. Cette fois, c'est un papier de 2005. Vous voyez que ces lignées cellulaires d'endoderme, en fait, étaient présentes, de trophectoderme et d'endoderme, étaient présentes depuis plusieurs années, en fait, dans le milieu. C'est les conditions de culture qui ont dû être mises au point. Alors, cette lignée d'endoderme extra-embryonnaire, souche, elle peut être produite en utilisant des approches assez différentes, mais peu importe finalement. Si vous mettez ces embryons en culture, parfois, voilà c'est les cellules que vous aimez voir. Ce sont des cellules très rondes, assez particulières, qui sont cultivées sur ce qu'on appelle une couche de cellules nourricières. Ce sont des fibroblastes, donc des cellules un peu banales, si vous voulez, on attend qu'elles couvrent l'intégralité de la boîte de culture, et puis une fois qu'elles couvrent l'intégralité, on les irradie. Donc ces cellules ne peuvent plus pousser, mais elles sont encore un peu vivantes. Et donc les cellules poussent à la surface de ces autres cellules qui, si vous voulez, leur donnent tous les métabolites, tout ce qu'il faut pour survivre. Et donc si vous repiquez ces cellules, on peut faire une culture et arriver à une culture de cellules souches d'endoderme extra-embryonnaire. Alors la façon cette fois dont ces embryons ETX sont produits, c'est encore une fois une façon aléatoire, stochastique, mais dans des types de wells, en fait, ce sont des plaques dans lesquelles il y a des séries de micro-trous. Et donc, quand vous faites une dilution de ces cellules et que vous mettez votre dilution, vous allez avoir une sorte de sédimentation de ces cellules. Et selon la dilution que vous mettez dans votre milieu, le nombre de cellules différentes qui vont rentrer par trou est relativement contrôlable, puisqu'il va s'agir du nombre de cellules que vous allez avoir en suspension. C'est comme ça que c'est fait, en fait. Et les auteurs estiment que dans leur système, ils commencent à partir de 5 cellules ES, de 16 cellules souches trophoblastes et de 4 cellules souches extra-embryonnaires. Vous voyez que là, on est vraiment dans la cuisine. Pour faire un bel embryon post-implantation, prenez 4 cellules, 7 cellules, 21 cellules, mélangez, mettez un peu de facteurs, etc. On est vraiment dans des recettes extrêmement précises et qu'il faut absolument respecter. Vous voyez que si vous les respectez, vous obtenez tout de même une proportion de ces embryons qui est, à mon avis, extrêmement intéressante. Vous avez pratiquement plus de 60%, 70% de ces embryons, des objets biologiques produits, qui vont contenir les 3 types cellulaires.
voyez que vous allez avoir toutes les combinaisons. Hein. Vous allez avoir une partie où ils vont seulement avoir ces deux types cellulaires, etc. Mais les trois types cellulaires se retrouvent dans la majorité des cas. Évidemment, je dirais, puisque votre dilution de départ, quand vous mettez ça en suspension, vous allez avoir la probabilité que vous avez de mélanger les trois types cellulaires dans votre cuvette est très élevée, évidemment. Ce qui ne serait pas le cas si vous ajustiez la dilution pour avoir une cellule de chaque par cuvette. Dans ce cas-là, il y aurait une distribution qui serait très différente, bien sûr. Lorsque vous regardez la structure de ces pseudo-embryons ETX, c'est assez intéressant. Vous voyez que la grande majorité sont des jumeaux, des embryons jumeaux, des pseudo-embryons jumeaux. Vous les voyez ici, là, ou là. Vous voyez, 70% de cette partie-là sont en fait des doublons. Très intéressant. Mais par contre, à peu près 30% sont des embryons qui, alors cette fois, ont un aspect qui, franchement, est presque... On peut le confondre avec presque le confondre avec un embryon, un vrai embryon extrait de l'utérus à cet âge-là, hein, sauf qu'il n'y a évidemment pas de trophectoderme. On est toujours dans cette partie-là. Alors, laissez-moi conclure sur ces deux publications en disant que les auteurs maintenant arrivent à produire des pseudo-embryons ETX qui ont plusieurs des aspects qui n'avaient pas pu être atteints avec ces embryons ETS. Alors, un aspect important, peut-être pour les spécialistes d'entre vous, c'est l'existence de ce qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse, c'est-à-dire que les cellules du mésoderme, qui au départ sont des cellules qui ressemblent à des cellules épithéliales, en fait, avec des structures bien formées, etc., vont se transformer en cellules mésenchymateuses, donc du mésoderme, qui sont des cellules plus rondes, plus petites, qui vont être capables de bouger, de coloniser, etc. Donc c'est une transition qui est extrêmement importante, qu'on appelle épithélio-mésenchymateuse, EMT en anglais, c'est une transition de type cellulaire. Eh bien, c'est quelque chose qui est observé dans ces embryons, et puis aussi l'action de cet endoderme extra-embryonnaire, etc., etc. Voilà. Je voulais dire juste un mot sur les embryons humains. Alors évidemment, là, on est dans un domaine qui commence à être un peu délicat, parce que vous voyez que ces embryons-là sont largement au-delà du stade auquel on peut travailler avec des embryons humains dans beaucoup de pays. Et donc, il est vrai que les travaux sur les embryons humains, toutes ces lignées cellulaires existent en fait, hein, ne sont pas aussi avancées, sont loin d'être aussi avancées qu'avec les embryons de souris. Mais j'aimerais vous montrer juste une publication rapidement d'un groupe de Rockefeller, qui est le groupe de Ali et Mati Brivonlou, qui, il y a quelques années déjà, avait montré quelque chose d'extrêmement intéressant qui va nous faire revenir au phénomène d'auto-organisation sur lequel j'aimerais terminer aujourd'hui, par les gastruloïdes. Et vous voyez que si vous prenez des cellules ES humaines, donc une culture de cellules souches humaines, donc dérivées de l'épiblaste, de ce bouton embryonnaire, eh bien ces cellules peuvent être différenciées in vitro en rajoutant du BMP, en rajoutant du Wnt, en mettant des cocktails, etc. Mais c'est une différenciation qui est très hétérogène. On va avoir un peu de cellules de ce type, un peu de cellules, etc. C'est difficile à contrôler. Donc à cette époque, maintenant les protocoles sont plus développés bien sûr, à cette époque, ce groupe s'est posé la question, si on faisait pousser ces cellules sur des micropatterns, c'est-à-dire si l'on imposait à ces cellules des contraintes de culture. Si on faisait sédimenter ces cellules et qu'elles tombent dans des espaces confinés, dans des sortes de petites niches dans lesquelles elles ne soient pas libres de faire ce qu'elles veulent, mais qu'elles soient dans des espaces définis. Et en faisant ça, en fait, ces auteurs se sont aperçus que ces cellules, comme on l'a vu à plusieurs reprises quand on parlait des organoïdes, sont capables ont une qualité d'auto-organisation qui est très étonnante. En micropattern, ces cellules donnent des agrégats qui sont beaucoup mieux organisés.
avec une plus grande fréquence et une plus grande constance. Alors là encore, toute une approche par capture au microscope et reconstruction de ces cellules. Mais vous voyez que, par exemple, lorsque l'on regarde des facteurs pluripotents, toujours les mêmes, OCT4, NANOG, c'est les deux dont je viens de vous parler, il y en a un troisième ici qui est très important, qui s'appelle SOX2. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ces marqueurs, ces cellules, les cellules positives à ces marqueurs, ont tendance à se trouver à la périphérie de ces micropatterns. Donc, quand on commence à imposer à ces cultures une topologie, on voit que les cellules commencent à s'organiser. Et ensuite, vous pouvez utiliser d'autres marqueurs. Vous pouvez traiter ces cultures avec, par exemple, du BMP4 qui va conduire à une différenciation. Et vous voyez que d'autres marqueurs vont apparaître, par exemple CDX2, BRA, SOX, EOMES, etc. Peu importe finalement. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est simplement que ces marqueurs apparaissent avec des structures circulaires de façon extrêmement bien auto-organisée. Et donc ces auteurs concluent que si vous mettez ces agrégats de cellules ES dans des conditions qui vont imposer un système de contraintes, ces cellules vont répondre en augmentant en quelque sorte leur potentiel d'auto-organisation. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur les embryons humains. Je pense que le type d'embryons qui sont le plus avancés aujourd'hui en utilisant des cellules en culture humaine, c'est les derniers embryons dont j'aimerais vous parler maintenant, ce sont ces gastruloïdes. Et dans ce domaine-là, il y a pas mal d'expériences qui sont faites actuellement avec des cellules ES humaines, pour des raisons que vous allez comprendre, parce que ce sont des embryons, des pseudo-embryons, qui en fait ne représentent que la partie post-occipitale. Donc il manque toute la partie antérieure, ce qui évidemment simplifie les approches. C'est donc la dernière chose que j'aimerais vous dire, ce sont ces gastruloïdes, ce développement post-gastrulation. Alors, laissez-moi vous dire peut-être en un mot, répéter, parce que je vous l'ai déjà mentionné à 2 reprises, que l'embryon humain souris se développe en fait dans une temporalité qui est très précise chez les mammifères. Vous avez d'abord la formation d'une partie antérieure, et puis d'une toute petite partie postérieure, bien entendu, et puis ensuite, toutes les 90 minutes, 80 minutes, 100 minutes, ça dépend un peu des espèces de vertébrés finalement, on va rajouter un étage, on va rajouter un segment qui va toujours de l'antérieur vers le postérieur. Et tout cela va se passer, donc vous pouvez calculer, on a à peu près une trentaine d'étages, regardez un squelette, vous verrez le nombre de vertèbres que l'on a, une trentaine, 35, donc tout cela va se passer en 2 jours, en fait, 2 jours et demi, qui est ce phénomène, la fin de ce phénomène de gastrulation, où l'on va compléter le corps en rajoutant, et donc l'axe du corps va s'allonger, c'est ce qu'on appelle l'extension de l'axe, c'est un processus extrêmement important, qui fait qu'on va gastruler, on arrange les tissus, on fait le plan global, et ensuite on va commencer à allonger et tirer l'axe vers le bas. Ça, c'est vraiment l'étape importante. Alors cet allongement de l'axe peut être reproduit in vitro par ces cultures de gastruloïdes, qui est à l'origine un mot qui sort de cette publication du laboratoire d'Alfonso Martinez-Arias, David Turner, qui simplement mettent en place un protocole, qui est maintenant un protocole extrêmement précis qu'on trouve sur Internet, dans lequel, si vous prenez entre 300 et 400 cellules ES, et que vous les laissez faire une boule, vous les agrégez ensemble, simplement une boule de cellules ES. Et puis qu'au bout d'un certain temps,
vous donnez un traitement au chiron. Souvenez-vous, le chiron agoniste de Wnt, donc c'est comme si vous, soudainement, vous activez la voie de signalisation Wnt plein pot pendant une journée. Puis ensuite, vous les retransférez dans un autre milieu. Eh bien, vous allez voir soudainement, c'est cette boule de cellules ES qui va se mettre à s'allonger en suivant des règles et des principes qui sont totalement inconnus, en fait. Mais cette boule va s'allonger d'une façon relativement comparable à l'allongement de l'axe corporel. Alors cette boule, vous la voyez là, ça c'est avant le traitement avec le chiron, donc avant le traitement de la voie Wnt. Ici, vous avez, après le pulse, après le traitement, mais sans chiron, c'est le traitement négatif, où vous voyez qu'on a une petite activation, toujours du même gène, hein, brachyurie T, vous voyez qu'on a certains qui activent pas. Et là, vous avez, après traitement au chiron, et vous voyez cette expression très forte du gène brachyurie, qui est un gène exprimé dans les cellules, encore une fois, du mésoderme présomptif, donc qui est exprimé dans la pointe qui va s'allonger, hein, qui marque vraiment la partie qui va conduire l'allongement. Et vous voyez que c'est très très fort dans pratiquement 100% des cas. Je vous montre ici un petit film du résultat de cet allongement qui est remarquable, si j'y arrive. Vous voyez que les cellules en rouge sont des cellules... Alors, si j'arrive à... Voilà. Les cellules en rouge sont des cellules qui sont positives pour brachyurie. Voilà. Donc, ça, c'est la partie qui s'allonge, la partie postérieure. Et la partie que vous avez ici est la partie qui ne bouge pas, qui a des cellules vertes, qui sont des cellules positives pour GATA6, qui est un marqueur des cellules cardiaques originales, en fait. Donc, on pense que ces cellules marquées en rouge vont devenir des cellules cardiaques, des cardiomyocytes. En fait, si on cultive ces embryons, ces pseudo-embryons, pendant quelques temps, on voit ces cellules qui commencent à pulser dans la partie la plus antérieure. Donc vous voyez que la partie la plus antérieure correspond en gros à la partie cardiaque. Donc c'est bien, en fait, on a affaire à un pseudo-embryon qui commencerait à peu près à cette partie-là et qui va jusqu'en bas. Donc toute la partie de la tête, du cerveau, est absente. Pourquoi elle est absente? C'est un point intéressant, mais je ne veux pas en discuter. Vous voyez une autre vue ici, avec cette fois GATA6 en vert, donc ça c'est la partie antérieure, et cette partie-là s'allonge. Vous voyez en bleu des cellules de type neural, donc c'est des neurones qui sont en train de se développer, et en rouge, encore une fois, brachyurie, qui est vraiment la tête de pont, hein, la partie la plus distale, vous voyez ces cellules-là, voilà, ces cellules-là qui s'allongent. Alors ça encore, hein, ce que vous voyez là, en fait, c'est un petit film qui est simplement un film fait avec de la microscopie confocale. Donc ce sont des sections qui sont reconstituées, et puis on peut tourner l'objet dans l'espace, ce qui est évidemment extrêmement informatif. Donc là, vous avez les étapes différentes. Formation de la boule de cellules, ensuite allongement. Ça s'allonge vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ces pseudo-embryons, ces gastrulioïdes, sont évidemment extrêmement curieux. Et donc, il y a 2 ans, nous avons décidé de faire des analyses d'ARN pour voir quels ARN étaient contenus et pour essayer de calibrer ces cultures de gastrulioïdes. Et ce que vous voyez là est encore une fois une analyse en PCA, donc en composant une analyse en composant principal, Principal Component Analysis, qui donc vous fait des clusters à partir de datasets, en fait. Hein. Et ce que vous voyez là, ce sont des séries de gastrulioïdes qui sont, alors encore une fois, séquencés, tous les ARN. La question qu'on pose, c'est qui cluster avec quoi? Qui ressemble à quoi? Et vous voyez que, en fait, les 2 échantillons de cultures différentes clustèrent ensemble, 72 heures, 72 heures, 96, 96, 120, 120. Ici, on a 24 heures, 48 heures. Ce type d'analyse vous montre en fait que ces cultures sont à la fois très reproductibles
est très homogène. Donc vous avez une culture, vous poussez beaucoup de gastruloïdes. Cette culture contient pratiquement les mêmes stades de gastruloïdes qui sont différents d'une culture qui aurait un jour de moins. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important si l'on veut utiliser ces objets pour faire des analyses biochimiques ou moléculaires. Alors la question qui a été posée, évidemment, c'est à quel point ces structures ressemblent à des embryons. Et donc ce qui a été fait ici, c'est de disséquer des embryons dans leur partie postérieure, c'est-à-dire la partie de l'embryon qui s'allonge, qui semble correspondre à ces gastruloïdes. Et donc dans les deux cas, ces gastruloïdes ont été séquencés, l'ARN, et puis les embryons disséqués ont été séquencés, l'ARN. La question qu'on pose cette fois, c'est qui cluster avec qui? C'est-à-dire, est-ce que des gastruloïdes à un stade particulier sont plus ressemblants à des embryons à un stade particulier ou à un autre stade particulier? Vous voyez qu'en fait, dans cette analyse de PCA, vous avez en losange les points qui correspondent aux embryons et en rond les points qui correspondent aux gastruloïdes. Et vous voyez que selon un axe, on a un matching qui est extrêmement bon, l'axe vertical. Donc selon cette composante-là, vous voyez qu'en fait, on a une progression embryon-gastruloïde qui est très comparable. C'est l'axe du temps. Autrement dit, ces embryons progressent dans le temps avec leurs ARN d'une façon qui est comparable. On a un bon clustering sur PC1. Autrement dit, la corrélation entre la progression des profils d'expression des gastruloïdes et le développement embryonnaire. La corrélation est assez bonne. Vous voyez qu'au stade les plus tardifs, ici, on a une convergence. On descend, on monte. Ça veut dire que lorsque l'on va au stade les plus tardifs, probablement parce qu'on arrive mieux à disséquer les parties correspondantes chez l'embryon, puis que le gastruloïde est bien allongé, eh bien là, on a une correspondance des ARN qui est meilleure que lorsqu'on est au point de départ. On peut voir ça avec une autre façon. On peut regarder ces ARN en posant une question qui est un petit peu différente. C'est-à-dire, si on regarde des ARN dont on connaît la fonction, qui ont une fonction spéciale, est-ce que ces ARN sont exprimés de la même façon dans l'embryon ou dans les gastruloïdes? Par exemple, dans tout ce qui est extra-embryonnaire, les gastruloïdes n'ont pas de partie extra-embryonnaire. Évidemment, ce sont des cellules souches, on part de cellules ES, pas de trophectodème, rien du tout, rien n'est extra-embryonnaire. Bien, vous voyez que c'est tout bleu. À tous les stades, pour tous ces gènes-là, c'est tout bleu. Ce sont pourtant 4 gènes qui sont exprimés très fortement en rouge dans les embryons. Ce sont les gènes qui sont typiques, spécifiques à la partie extra-embryonnaire. Donc, vous les trouvez chez l'embryon. Actifs chez l'embryon, totalement inactifs chez les gastruloïdes. Lorsque vous regardez des gènes qui sont typiques des parties cervicales qui ne sont pas encore développées, qui commencent à apparaître chez l'embryon, c'est totalement négatif chez le gastruloïde puisqu'il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de cerveau antérieur, cerveau moyen, cerveau postérieur. Par contre, quand vous regardez des gènes qui sont impliqués dans la gastrulation, vous voyez que ça a tendance à être un peu rouge ici, un peu bleu là, c'est-à-dire que dans les stades précoces, on gastrule, puis on sort de la gastrulation. Eh bien, il semble que ce soit relativement comparable chez les gastruloïdes. Vous voyez que la plupart de ces gènes sont engagés, en fait. Pareil, si vous regardez la détermination du mésendoderme, qui est un tissu particulier, vous voyez que dans les stades précoces, on a un petit peu de bleu, puis ça passe au rouge, puis on a un petit peu de bleu, puis ça passe au rouge. Donc il semble vraiment que la dynamique des programmes génétiques est relativement comparable entre les gastruloïdes et les embryons, pour autant que les tissus soient là, bien entendu. Alors cette partie qui s'allonge, très curieusement, est-ce qu'elle est organisée? Est-ce que ça correspond à notre axe? Parce que nous, quand on allonge notre partie pendant le développement, c'est une partie qui est axiale, qui a un axe antéro-postérieur, qui a un axe dorso-ventral et qui a un axe centro-latéral. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser des gènes marqueurs de ces 3 axes pour voir chez ces gastruloïdes si effectivement il y a une polarité. Et la réponse, oui, il y a une polarité qui est très étonnante.
Alors vous voyez ici des gènes qui sont typiques de la polarité antéro-postérieure. Ils ne sont exprimés que dans la partie la plus postérieure de l'embryon. Eh bien, vous voyez qu'ils sont exprimés que dans la partie la plus postérieure du gastruloïde. Ici, vous avez un gène très connu qui s'appelle Sonic Hedgehog, pour les experts dans la salle, peu importe, mais qui est un gène exprimé avec une préférence ventrale dans les vrais embryons. Eh bien, vous voyez que ce gène est exprimé que dans une moitié de l'embryon, qui très vraisemblablement est la moitié ventrale. Donc il semble qu'il y ait une polarité dorso-ventrale. La plus remarquable, à mon avis, c'est ce gène en particulier PAX2, qui est exprimé avec une polarité centrolatérale pendant le développement des embryons, et vous voyez que cette polarité est parfaitement respectée. On a une expression en miroir, on ne sait pas d'où ça sort, en fait, mais on a une expression en miroir dans cette partie qui s'allonge. Donc il semble vraiment que ces gastruloïdes expriment les trois polarités fondamentales, donc cette partie qui s'allonge, en fait, correspond à l'extension de l'axe dans l'embryon normal. Si l'on pose la question suivante, c'est avec ça que j'aimerais terminer aujourd'hui, on pose la question, pour ces analyses de PCA, de composants principaux, quels sont les 100 gènes qui sont les plus importants dans l'analyse? C'est-à-dire, la machine va aller chercher les gènes qui ont le plus de différence en top, pour pouvoir établir ces clusterings. Eh bien, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous ne pouvez pas lire, ce n'est pas utile de lire. Vous voyez à gauche les gastruloïdes, à droite les embryons. Et en fait, la seule chose que j'aimerais vous mentionner avec cette image, c'est que quand vous demandez indépendamment quels sont les 100 gènes les plus importants qui ont été repiqués dans les gastruloïdes et les 100 gènes les plus importants qui ont été repiqués dans l'embryon pour faire ces comparatifs, donc ceux qui varient le plus en fait, eh bien vous voyez qu'il y en a pas tout à fait la moitié, mais presque un tiers, qui sont indiqués en rouge ici, qui sont les mêmes. Ils sont les mêmes, c'est-à-dire qu'un tiers de ces gènes varient de façon semblable, ou disons, sont dans le peloton de tête des variateurs, si vous voulez, à la fois dans l'embryon et dans les gastruloïdes. C'est les gènes indiqués en rouge. Vous voyez par exemple ici ce gène UTF1 que vous allez retrouver ici, UTF, etc., etc. Mais la raison pour laquelle je vous montre cette image, en fait, c'est que vous voyez peut-être que beaucoup de ces inscriptions en rouge mentionnent OX, 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 OX. Tous ces gènes font partie de la famille des gènes OX. Alors pourquoi sortent-ils dans ce type d'analyse? Mais simplement parce que ce sont les premiers déterminants de l'axe antéro-postérieur. Alors pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année passée, j'ai pas mal parlé de cette famille de gènes. Je vais juste donner un rappel de 2 minutes pour vous montrer la dernière image que je souhaite vous montrer. Il y a 39 gènes OX chez les mammifères, chez nous, qui sont organisés en 4 grands complexes de gènes. C'est-à-dire il y a 4 locus génomiques qui contiennent à peu près une dizaine de ces gènes, les uns à côté des autres. Et en fait, ces gènes sont responsables de la détermination des informations antéro-postérieures, et ils le font par un système de poupées russes. Vous voyez que ce gène-là, par exemple, monte jusque-là, alors que celui-ci ne monte que jusque-là, alors que celui-ci ne monte que jusque-là. Donc il va y avoir des combinaisons de protéines qui vont instruire différents niveaux corporels sur le destin de ces niveaux. Autrement dit, pendant qu'on produit ces segments de plus en plus postérieurs, on va avoir des combinaisons de ces protéines OX qui vont s'établir, qui vont être différentes ici, différentes, et le résultat, c'est qu'on va produire des structures qui seront légèrement différentes sur la partie lombaire, sur la partie thoracique, etc. D'accord ? C'est ce système des gènes OX. Alors ce système, juste pour vous rappeler, c'est un système donc, qui met ces informations de position le long de l'axe antéro-postérieur, le long des membres aussi. Et en fait, c'est un système qui est extrêmement conservé dans l'évolution, puisque c'est le même, en fait,
qui organise les structures chez les insectes, ou chez les arthropodes ou d'autres invertébrés. Et c'est un système qui se déroule dans le temps, bien entendu, puisque comme nous fabriquons nos étages avec une temporalité, il faut absolument que ces gènes OX soient activés dans une temporalité, n'est-ce pas? Si on activait tous les gènes OX au moment où on fait cette partie antérieure, on ferait notre postérieur à ce niveau-là. Donc ça s'arrêterait. Donc il faut attendre un nouveau gène, un nouveau gène, un nouveau gène. Par conséquent, l'activation de toute cette série de gènes qui suit le chromosome va se faire en 2 jours et demi, le temps qu'on va prendre pour allonger cet axe. Donc la question c'est, si ces gènes sont tellement bien contrôlés pendant l'allongement de l'axe chez les mammifères, chez les vrais embryons, qu'en est-il chez les gastruloïdes? Est-ce que le système va aller vers une précision telle que ces gènes vont être activés les uns après les autres en suivant ce système de poupée russe, avec ces domaines emboîtés les uns dans les autres? Et vous voyez ici la réponse est qu'effectivement c'est le cas. Vous voyez ici le gène numéro 4, ensuite le gène numéro 9, ça c'est la partie qui s'allonge du gastruloïde. Ce gène-là, ce domaine-là est inclus dans celui-ci est inclus dans celui-là, et celui-là qui est le dernier est inclus dans celui-là. Donc on a, si vous voulez, la même stratégie, la même disposition de ces domaines que l'on observe pendant l'allongement de l'axe chez les vertébrés. Et puis le temps, eh bien, vous voyez que le temps est aussi respecté. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est un profil d'ARN. Donc, vous avez une centaine de kilobases, et là, vous avez les gènes OX d'un complexe. Ça commence ici, gène numéro 1, ça suit ici, gène numéro 13. Ces pics que vous voyez là sont en fait des pics d'ARN. Ils montrent quel gène est actif à quel moment. Quand vous prenez un gastruloïde à 48 heures, quand c'est encore une boule de cellules, vous voyez que rien n'est actif. Quand vous allez à 72 heures, vous voyez que le gène numéro 1 maintenant est complètement actif. Ces deux gènes-là sont très actifs et là un peu moins. Et puis vous voyez que ça pique et ça diminue, ça diminue, ça diminue. Alors que là, ça pique, ça monte, ça monte, ça monte, ça diminue, ça diminue. Alors que là, vous voyez, inactif, 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 ça commence, ça commence. Donc cette suite d'activation dans le temps est parfaitement respectée dans ces gastruloïdes. Donc on a vraiment, en fait, un système qui reproduit l'activation temporelle et spatiale de cette famille de gènes, ce qui place ce système définitivement dans les systèmes d'études intéressants pour étudier, par exemple, ce genre de phénomène. Et j'aimerais terminer en vous montrant un petit film. Ce sera ma dernière image. C'est un film qui a été fait par Ossine Rekaïk dans mon laboratoire de Lausanne et qui vous montre en fait une GFP qui, cette fois, a été introduite derrière un de ces gènes OX pour voir son activation, en fait. Quelque chose qui, évidemment, ne peut pas être vu dans un contexte normal, puisque l'embryon à ce stade est complètement implanté, qu'on ne peut pas le suivre. Et c'est donc ce petit film-là. Voilà, donc vous voyez cette boule de cellules. Voilà, et là vous avez la partie antérieure qui ne va maintenant plus tellement bouger, et puis cette partie-là est la partie postérieure qui, vous allez voir, s'allonger dans cette direction, avec l'apparition, paf. C'est magnifique. Alors ça, c'est fait avec des cellules ES. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est possible de le faire avec des cellules iPS, donc des cellules dérivées de souris adultes, pour lesquelles on a beaucoup de mutants, etc. Et en fait, voilà, finalement, il semble que ce soit plus difficile à faire qu'avec des cellules ES pour des raisons qu'on connaît mal. Mais c'est un protocole qui marche extrêmement bien avec des cellules ES, vous voyez cet allongement. C'est un protocole qui marche moins bien avec des cellules iPS, pour des raisons, encore une fois, qu'on connaît mal. Avec ça, j'aimerais terminer. J'aimerais vous remercier évidemment de
d'être venu à ce cours. J'aimerais indiquer que l'année prochaine, le cours aura lieu le 12, le 19, le 26 et le 2 juin. Il n'y aura que 4 séances parce que la semaine d'avant, j'enseignerai une partie à Chicago, aux États-Unis. Mais j'espère, le sujet n'est pas encore fixé, mais j'espère vous y revoir. Je vous remercie.